On a décidé d'un ordre de quelques présentations courtes autour du thème identité et récit de malade, en commençant par une intervention de Claire Marin, puis de Nathalie, et ensuite Nathalie Zachary-Reiners, et ensuite de Frédéric Worms. Et puis bien sûr, après ces interventions, en échangeant avec vous, peut-être même après chacune d'entre elles, pour être au plus près de ce qui a été dit. Voilà, donc je me tais. C'est clair. Veux-tu bien commencer? Ça te va? Ouais, très bien. Donc moi, je me suis posé une question très simple, à savoir pourquoi on écrit un récit de malade ou sur la maladie. Alors c'est dommage effectivement qu'il n'y ait pas ici de dialogue possible avec des journalistes du magazine Rose, parce qu'un certain nombre de ces questions a été précisément activé par un dialogue avec l'une d'entre elles, dont le présupposé, juste pour peut-être situer un peu les questions qui étaient posées, les questions que posait cette journaliste tenaient à la multiplication des blogs de malades. Et elle se demandait s'il n'y avait pas quelque chose de l'ordre d'une espèce d'exhibition ou de manque de pudeur qui irait de pair avec une tendance de la société à se mettre toujours en avant, à se surexposer, à donner des images de soi dans toutes les situations, y compris celles dont on peut estimer qu'elles sont dévalorisantes. Donc les questions étaient posées dans ce cadre, et j'avoue que ces questions m'ont un petit peu d'abord énervée, parce que j'avais pas l'impression que si on faisait un récit sur la maladie, que ce soit dans un texte ou sur un blog, c'était dans une perspective narcissique. Alors, s'il reste des psychanalystes dans la salle, ils auront le droit de me donner leur avis, évidemment. En tout cas, voilà, j'ai essayé de défendre à ma manière les raisons pour lesquelles, ou d'expliquer tout simplement les raisons pour lesquelles il me semble qu'on se sent obligé, à un moment de son parcours de malade, d'écrire un récit sur la maladie, qu'il soit d'ailleurs publié, qu'on le garde pour soi, que ça prenne la forme d'un blog. Et que ce soit d'ailleurs, même si ça mériterait sans doute du coup d'orienter autrement l'analyse, que ce soit un récit qu'on fasse en première personne en tant que malade, ou que le récit qu'on fasse de la maladie d'un proche, ce qui est encore une déclinaison de cette problématique, mais qui, me semble-t-il quand même, sur certains aspects, répond aux mêmes critères que ceux que j'ai essayé d'identifier. Alors il me semble dans un premier temps, enfin l'ordre est sans doute à revoir, mais en tout cas la première idée qui m'est venue, c'est que si on se sent obligé, et je fais exprès d'employer ce terme, je pense qu'il y a une nécessité intérieure assez forte qui préside à ce type de démarche, d'écrire sur sa maladie ou son expérience de la maladie, c'est pour répondre au sentiment que notre parole a été interdite, ou que le discours sur notre expérience de la maladie a été capté par quelqu'un d'autre, avec le sentiment que cette dépossession du discours sur soi, puisque c'est quand même aussi ça, est en partie légitime. Donc non seulement la voix du patient est recouverte par le bruit de la maladie, si on peut dire les choses comme ça, rendue inaudible, mais il y a aussi d'autres qui s'emparent de ce récit de notre maladie et qui en présentent une version qui nous semble à certains aspects inauthentique ou inadéquate à notre vécu. Ces autres d'ailleurs ne le font pas nécessairement de manière technique. Enfin, cette captation ne tient pas seulement au corps médical, il y a aussi le discours que les proches peuvent tenir sur notre expérience de malade, et qui peut, même s'il s'agit de proches, nous présenter une voix qui paraît contrefaite ou qui déforme l'expérience qui a été la nôtre. Peut-être qu'on fait aussi, ou qu'on écrit un récit sur la maladie, parce qu'on l'écrire, alors je ne sais pas si ça tient la route, mais c'est un peu comme chuchoter cette histoire, c'est-à-dire c'est moins fatigant, c'est peut-être moins éprouvant que le dire. En tout cas, ce qu'il s'agit de faire, c'est facile à comprendre, hein, c'est tout à fait banal ce que je dis là, c'est de parler en première personne, de se donner la parole, ce qui est le signe que, sans doute, dans le système de soins, même si aujourd'hui on a eu plein de contre-exemples qui sont très encourageants,
la parole donnée aux malades reste finalement très minutée et circonscrite aussi parfois à des types d'interrogatoires prédéfinis. Donc on pourrait dire que c'est pour se réapproprier sa propre histoire et plus exactement pour donner sa version des faits. Et ce vocabulaire un peu juridique n'est pas innocent, puisqu'il me semble que ça répond aussi à un sentiment d'injustice, de se voir déposséder du sens d'une expérience et de l'avoir traduite en des termes qui peuvent sembler très étrangers, comme pour redoubler l'étrangeté de cette expérience. Le deuxième point sur lequel je me suis interrogée, c'est la question du destinataire. Il me semble que si l'on écrit, c'est d'abord un symptôme de la très grande solitude dans laquelle se trouve le malade. Est-ce que je continue ou est-ce qu'on... Oui. D'accord. Et donc que ce récit manifeste le besoin de s'adresser à un interlocuteur et de parler à quelqu'un, de raconter cette expérience à quelqu'un et en même temps à quelqu'un qui soit en même temps personne. J'ai l'impression qu'il peut y avoir l'expression d'un besoin d'un interlocuteur anonyme, quelqu'un qui ne soit ni médecin, ni psychologue, ni un proche, ni un ami, quelqu'un qu'on imagine, qui n'existe pas d'ailleurs, d'impartial, mais pas d'indifférent, capable de supporter un récit éprouvant, parfois impudique, qui décrit des réalités parfois difficiles à supporter, et peut-être aussi le besoin d'un destinataire sans visage, c'est-à-dire un destinataire dont je ne verrai pas la réaction à ce que je décris, dont l'absence de visage donc, ne pourra pas manifester ni d'inquiétude, ni de dégoût, ni d'horreur face à ce qu'on lui raconte. Et puis aussi s'adresser à quelqu'un qui ne parle pas. C'est-à-dire qui ne va pas nous interrompre pour essayer de nous rassurer, pour raconter les choses à notre place, pour minimiser, etc. Mais quelqu'un qui est là, au moins fictivement, et qui nous laisse tout dire. Peut-être aussi, c'est une autre question que je n'aborderai pas, mais c'est ce récit permet-il de s'inscrire dans une communauté de malades, ou en tout cas d'imaginer que ce récit aura éventuellement un sens pour d'autres malades. Je pense que pour les blogs, cette dimension est quand même très importante. Troisième point, c'est la question de la motivation à laquelle j'ai déjà répondu. À quel besoin correspond ce type d'écriture ? À quelle souffrance ça répond ? Alors évidemment, tout ça c'est très très évident, mais il s'agit de faire apparaître une forme de linéarité, d'ordre dans une chronologie de la maladie qui est souvent chaotique. Écrire une histoire de la maladie qui ne soit pas seulement celle que raconte le dossier médical. Et on retrouve un problème qui a été déjà évoqué dans ces journées, qui est celle de l'inconstance, la discontinuité intime que ressent le malade dans le sentiment de soi. Disons qu'écrire ce récit, c'est créer une forme de stabilité de son histoire qui contrebalance ou qui rééquilibre ce sentiment parfois durable d'être dans l'instabilité et la difficulté à être constant, ce dont j'ai déjà parlé précédemment. Donc, il s'agit de créer cette linéarité, évidemment aussi d'objectiver une expérience et d'une certaine manière d'espérer s'en débarrasser en l'extériorisant, d'en faire un objet et ainsi de redevenir sujet et non plus d'être seulement le patient passif et le malade attaqué par la maladie. Avec peut-être une réserve, je ne vais pas la développer, mais c'est une vraie question que je me pose. Le risque qui peut exister de rester prisonnier de ce récit. C'est-à-dire que ce récit, si l'objectif d'une expérience et la met à distance, il devient peut-être à terme un obstacle à l'oubli ou à l'atténuation du caractère vif de cette expérience. Alors dans les questions qui m'avaient été posées par cette journaliste, il y avait la question du bénéfice secondaire d'un tel récit, et sur quoi on était tombé d'accord, c'était que c'était finalement une expérience à double tranchant, parce qu'elle me parlait notamment de la déception des patientes qui écrivent pour être lues, pour trouver un soutien, pour avoir des retours et qui n'en ont pas. Donc c'est sans doute tout autant un risque qu'un véritable bénéfice narcissique que de s'exposer dans ce type de récit. Il me semble aussi qu'on écrit pour
décrire la réalité de cette expérience et peut-être pour répondre à l'injonction assez forte, on l'a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, que le patient ou la patiente peut ressentir de la part du monde extérieur, de la famille, du monde professionnel, injonction à revenir la personne d'avant ou à retourner à la vie d'avant et faire comme si, comme si c'était une expérience à mettre entre parenthèses, comme si de rien n'était. On a bien vu avec le travail de Céline et de Jean-Christophe à quel point les réponses étaient variées et comment chacun gérait, entre guillemets, à sa manière la vie d'après. Il me semble que parfois ce récit, il est là pour faire prendre conscience aux autres, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est finalement un destinataire relativement imaginaire, effectif, du traumatisme ou de la catastrophe intime que peut représenter cette expérience. Ce qui m'apparaît dans un dernier point, c'est que finalement, sans doute, ce récit est peut-être plus un questionnement que véritablement la description d'un vécu. Alors évidemment, il va y avoir des éléments de description. Il s'agit de faire entendre une souffrance, la souffrance liée à la douleur physique, au sentiment de diminution, de déchéance, peut-être restituer aussi le sentiment d'avoir été parfois maltraité ou traité de manière injuste ou inhumaine. C'est évidemment le récit d'une suite d'événements, d'une tragédie personnelle, mais il me semble que c'est surtout un questionnement sur ce que cette expérience fait disparaître ou fait s'effondrer, ou en tout cas rend plus instable, à savoir l'ensemble des évidences qui soutenaient notre existence et notre sentiment d'identité. C'est toute l'habitude de notre façon de vivre, de penser, qui est évidemment remise en question par l'expérience de la maladie. Et ce profond vacillement des assises du sujet oblige à un questionnement sur ce que l'on est devenu. Et je crois que le récit est le moment où ce questionnement s'élabore, prend une forme et tente finalement de traiter la question « qu'est-ce que je suis devenue » ou « qu'est-ce que la maladie a fait de moi ?» Et tout à l'heure, Olivia disait qu'il y avait une question qui était importante chez les patients qu'elle évoquait, à savoir qu'aurait été ma vie si je n'avais pas été malade. Et il me semble ici qu'on touche justement à cette question, en fait, dans le récit, à savoir que suis-je devenue, quelle métamorphose ai-je subie, de manière peut-être plus pessimiste, qu'est-ce qui reste encore de moi après tous ces événements qui forcément ont un peu déconstruit le patient. Et peut-être plus fondamentalement, la question qu'il y a derrière, c'est évidemment une question de l'estime de soi. Tous ces éléments-là sont très connus. Je fais que finalement synthétiser différentes réflexions beaucoup plus profondes, notamment celle de Ricoeur. Et j'ai trouvé dans un autre récit finalement la question qui me semble résumer la problématique. On pourrait dire que la question est peut-être « suis-je encore aimable ?» C'est-à-dire la question qui se pose dans ces récits qui peuvent avoir l'air très égocentriques, c'est finalement la question de la relation possible qu'il reste avec les autres. C'est-à-dire que finalement, on pourrait relire ce récit comme une première tentative pour retisser le lien qui a été mis à l'épreuve, voire complètement détruit par cette expérience. Donc paradoxalement, il me semble que ce récit, même s'il a un destinataire fictif, il a un destinataire réel. C'est-à-dire, la question qui est posée, je finirai là-dessus, c'est la question, évidemment, de la relation à soi, ça c'est très visible, mais peut-être de manière plus dissimulée, la question de la relation à autrui. Merci beaucoup. Tu as respecté admirablement en plus. Merci. Alors nous sommes ravis, voilà, je le redis, de l'arrivée de Céline Biraou, mais je sais qu'il y avait une circulation infernale aujourd'hui à Paris. Alors on va néanmoins peut-être continuer nos interventions, peut-être d'ailleurs
recueillir quelques questions ou remarques à propos de ce qu'a dit Claire. S'il y en a, sinon on continue et puis on débattra ensuite, d'accord? Faisons cela. Alors, pour ma part, j'avais à la lecture du thème qui nous rassemble dans la table ronde, la identité et maladie, plutôt envie de rebondir sur la notion d'identité sociale et rappeler une entrée sociologique plutôt ancienne pour montrer à quel point elle est tout à fait inadéquate aujourd'hui, en fait. Et à quel point on est devant un chantier qui, pour ma part, m'apparaît encore plus colossal depuis que je suis venue ici assister à la matinée d'hier en particulier. Pour ceux qui étaient là hier matin, on est devant vraiment un travail important de réélaboration de nos outils pour penser notre lien à la santé, je pense. Donc, revenons en arrière. Auparavant, en sociologie, on considérait que quand on entrait dans un hôpital, on entrait dans une institution totale qui créait une véritable césure dans la vie quotidienne ordinaire des patients et de leurs proches, une césure qui affectait notamment la poursuite des rôles sociaux et donc le maintien du statut, de l'identité sociale. Le patient changeait d'état, il n'avait plus l'occasion d'être monsieur X, madame Y, d'être papa, maman, fille, fils, voisin, collègue, etc. Il était surtout avant tout un malade, souffrant de tel ou tel type d'affection. Et la plupart des adresses qui lui étaient faites l'engageaient à occuper ce rôle. Alors, en plus, l'institution plaçait les patients dans une position de déprise à l'égard de la conduite de leur propre vie, notamment dans la capacité à satisfaire leurs besoins de base, qui les mettait dans une situation qu'on a coutume d'appeler de dépendance. Donc, l'adoption du rôle de malade s'accompagnait d'une rupture avec l'expérience ordinaire et quotidienne. On change de cadre de vie, on entre dans une institution totale au sens de Goffman, et on est donc pris en charge dans tous les aspects du maintien de la vie. Voilà. Alors, toutes ces institutions n'ont pas la même finalité, et la rupture qu'elles engageaient pouvait avoir une fonction et une implication relativement légitime dans certains cas. On pense par exemple aux personnes qui entraient en cure de désintoxication sociale, par exemple, pour sortir de la délinquance, du crime organisé en passant par la prison, ou physiologique, sortir d'une addiction. Donc la rupture pouvait être justifiée. Ou alors ceux qui étaient en apprentissage de nouvelles formes de vie, quand ils étaient enrôlés dans l'armée ou dans une communauté religieuse, etc. Mais c'est beaucoup plus délicat à justifier ou à légitimer quand on entre dans un hospice ou dans un hôpital. Du coup, il fallait réfléchir comment restituer les rôles antérieurs et extérieurs au cas de l'hôpital une fois la thérapie considérée comme achevée, une fois le malade considéré comme guéri ou stabilisé. Comment ménager ces transitions et rassurer sur le fait qu'on puisse restituer à la sortie les statuts, les identités sociales. Alors Goffman, toujours lui, s'était penché sur cette question au début des années 60 et en partant du modèle de la relation de service, c'est-à-dire la relation qui unit un client qui possède un objet défectueux et un réparateur auquel il confie son bien. Et dans le cas de la relation thérapeutique, cette transaction, cette relation de service était relativement complexifiée du fait que moralement, la réparation impliquait une forme d'objectivation de la personne qui posait problème. Donc, comment préserver le respect dû à la personne alors même que l'on est amené à le traiter comme un objet à réparer? Telle était la question qui a motivé notamment la réflexion de Goffman. Et lui, il a trouvé une forme de solution, si je puis dire, en encadrant les phases de réparation de parenthèses rituelles destinées à préserver la face du patient. Donc, si vous voulez, des civilités qui étaient placées en ouverture et en clôture du travail de réparation circonscrivaient le moment de l'asymétrie, si vous voulez, le posaient comme ponctuel et en même temps rappelaient l'égalité fondamentale qui marquait les relations dès qu'on sortait du cadre de la réparation. Alors, l'idée que les civilités puissent offrir des garanties sur le respect dû à la personne et puis
partant de là, sur le recouvrement de son statut lors d'un rééquilibrage de l'interaction, cette idée renvoie donc à une figure de la pratique médicale qui a été largement affaiblie, qui ne correspond plus du tout à tout ce qu'on a entendu depuis très longtemps. Donc on est devant un problème assez important pour garantir ou ménager la continuité des identités sociales. Alors des tentatives sont, enfin un tas de choses peuvent rentrer dans l'activité qui permet de ménager ou pas ce type de continuité. Je pense notamment aux travaux de certaines associations. En Belgique, nous avons une association qui s'appelle Cancer et Psy, je ne sais pas si vous la connaissez, qui intervient dans l'hôpital et aménage des espaces pour recevoir, par exemple, les enfants ou les adolescents de proches qui sont hospitalisés. Il y a des tas de choses comme ça. Mais donc les frontières sont beaucoup plus floues et transparentes et poreuses, et donc rendent plus compliqué aussi l'appréhension de cette dépossession que connaît la personne hospitalisée. Alors, dernier point, pour encore accentuer le contraste que je voulais souligner, c'est que la difficulté, quand on sort de ce modèle finalement assez confortable, c'est d'évaluer tout ce travail relationnel qu'on fait re-rentrer dans l'hôpital. Et alors, il me semble intéressant de revenir à la façon dont Goffman entrevoyait la prise en charge thérapeutique comme une parenthèse, parce que on est dans un confort de pensée très, très agréable, en fait. Si on considère qu'il s'agit d'une parenthèse. D'abord, on est dans un confort intellectuel, parce qu'on sait quels indices il faut considérer comme étant pertinents pour traiter la personne, pour définir l'enjeu du soin, pour l'inscrire dans un échange contractuel. On est dans un confort matériel assez clair aussi, parce qu'on centre l'intervention sur un individu, seulement un individu, sur une fonction claire. L'effort est circonscrit dans le temps, dans l'espace, dans l'engagement matériel qu'il représente. Il peut être chiffré, peut être comparé, évalué. On peut rendre des comptes sur ce qui a été investi, sur la pertinence des choix, etc. On est aussi dans un confort psychologique, puisque les places, les attentes sont définies de façon à limiter l'engagement psychique des personnels sur le terrain. Et donc, dès qu'on ouvre tout ça, dès qu'on se soucie d'inscrire le patient et le personnel soignant dans une temporalité plus longue, dans un contexte de sociabilité plus large, eh bien, on est, me semble-t-il, obligé d'innover, de lâcher aussi un certain nombre de prétentions, mais ces élargissements, en même temps, en trouvent des gouffres d'un confort assez considérable, comme j'ai pu... Enfin, voilà, si je voulais juste insister sur notre inconfort considérable. Merci. Merci Nathalie. Vous voulez qu'on procède ainsi à la suite? Et puis, d'accord, alors, moi je me confie. Donc Frédéric Worms. Merci, je suis très heureux de cette occasion commune. Je voudrais poser une question très simple aussi. Je voudrais me demander comment le récit d'une maladie, et même d'une épreuve vitale en général, peut et peut-être doit, et je vais revenir sur cet aspect normatif, aussi être une épreuve pour le récit. Autrement dit, comment le récit d'une épreuve doit être une épreuve pour le récit, pour être pleinement le récit d'une épreuve. Et quand je dis doit, c'est-à-dire qu'il y a un aspect normatif, je pense que le récit d'une épreuve n'est réellement le récit d'une épreuve que si il ébranle les codes du récit. Donc autrement dit, il y a quand même des critères que je dirais, ça rejoint un aspect implicite de l'exposé de Claire, mais il doit avoir quelque chose de littéraire. Donc c'est la question de la littérature, c'est-à-dire au fond d'un récit qui a une forme qui n'est pas codable entièrement de l'extérieur, mais qui invente quelque chose de singulier. Mais quand je dis doit, ça ne veut pas dire que ça doit être une grande œuvre. C'est-à-dire qu'évidemment, cette norme esthétique peut devenir une violence si on dit, pour être vraiment le récit d'une épreuve, il faut que ce soit les plus grands récits d'épreuves qui ont toujours été des plus grandes épreuves pour le récit. Par exemple, je pense à certains récits de maladies bien précis, mais aussi à des récits d'autres types d'épreuves.
Et je pense qu'il faut éviter évidemment de normer les récits de chaque malade, je dirais, ordinaire et singulier dans sa vie, sur la base des grands récits qui ont fait date dans l'histoire des récits de vie et des récits d'épreuves. Mais quand même, je pense qu'il faut quand même dire doigt, il faut quand même être normatif, mais pour une raison aussi éthique, parce que je pense que pour respecter le récit d'une épreuve, il faut tenir compte des lacunes dans le récit et de la manière dont le récit d'une épreuve va ébranler les récits. Et que si on n'en tient pas compte, on fait une violence plus grande encore que si on en tient compte d'une manière abusive. Donc il y a quand même dans le récit de vie forcément une exigence de tenir compte de la manière dont l'épreuve ébranle pas seulement le sujet avant le récit, dans un avant qui est celui de la maladie, de l'expérience, de la vie, mais dans le récit lui-même, et comment c'est dans cet ébranlement que le récit répond à l'épreuve vitale. Autrement dit, ce que je veux dire, je vais contester ici une thèse implicite, il me semble souvent chez Ricoeur, que Claire Marin a évoqué il y a un instant implicitement, l'idée d'une sorte de reconfiguration du sujet par le récit, notamment par l'intrigue narrative, d'une sorte de but réparateur du récit dans sa structure, hein, arriver à raconter, bon. Et le critère de l'épreuve, d'ailleurs, étant l'irracontable absolu, hein, quand on n'arrive plus à raconter, bon, par exemple dans le texte qu'on a commenté les uns et les autres sur la souffrance et la douleur. Moi, ce que je voudrais essayer de défendre, c'est plutôt l'idée que le rôle, il y a peut-être un rôle en effet thérapeutique du récit, mais il me semble qu'il est plus, je dirais, dans la mise en harmonie de deux épreuves, dans la mise en harmonie de deux discordances. C'est-à-dire comment la discordance littéraire, narrative, disons, d'écriture, fait écho à une épreuve vitale, sans prétendre la combler, mais par une sorte d'écho qui est le travail de l'écriture lui-même. Et je pense que c'est plutôt une mise en écho de deux discordances de deux épreuves, je dirais, que la réponse à une épreuve par quelque chose qui serait directement un bien ou un bienfait ou une solution ou une réponse. Et pour aller un tout petit peu plus loin, et je pense que c'est très important pour plein de raisons, mais je pense que ça intervient non seulement dans des récits entièrement à la première personne, prenant la forme de livres ou de nous... Bon, je pense que ça intervient aussi dans la manière dont certains soignants convoquent des récits dans des vignettes cliniques, comme on dit parfois pour les psychanalystes. Par exemple, la manière dont une vignette clinique intervient dans une démonstration théorique doit faire, à mon avis, le même type de rupture, donc celle que je viens d'évoquer. Et de même, on pourrait invoquer d'autres... Il y a plein de modes, en réalité, de convocation du récit dans... Bon. Mais je m'en tiens à la question de l'identité. Et je voudrais juste évoquer trois aspects, trois ébranlements, disons, d'écriture qui, à mon avis, répondent en tant qu'ébranlement à l'ébranlement vital qui a précédé, et comment le sujet qui écrit se reconfigure peut-être à travers le récit, mais comme je viens de le dire, donc par ces ébranlements même, et non pas par une sorte de magie directe du récit face à l'épreuve, mais plutôt de l'épreuve dans le récit que du récit face à l'épreuve. Bon. Le premier ébranlement, c'est le plus important pour moi. Pour l'évoquer, je vais convoquer... Alors, c'est une étude que j'ai reprise ailleurs plus longuement, je vais juste l'évoquer ici. J'évoquerai une distinction qui a fait date dans les années 60 en France, qui apparaît d'abord dans un texte de Maurice Blanchot, qui s'intitule « L'entretien infini », qui a été beaucoup repris, et parfois la même page est citée de très très près par des gens comme Deleuze, dans Critique et clinique, ou par Derrida dans un texte très important qui s'appelle « Survivre ». Et cette distinction, c'est la distinction de la voix narrative et de la voix narratrice. Blanchot distingue dans L'entretien infini l'idée d'un narrateur qui maîtrise son récit de A à Z, qui est une voix narratrice. Il s'est passé ceci, c'est un peu la voix du récit qui dépose les faits, justement, selon un ordre linéaire, d'un début, un milieu et une fin, et maîtrisée par une première personne dont on suppose au fond qu'elle est la même que celle qui a vécu les faits, comme dans le témoignage à peu près juridique. Bon. Donc, le narrateur. Et cette voix narratrice est donc une voix de la maîtrise, hein, une voix de la maîtrise sur soi, et en tout cas sur le récit. Et Blanchot en distingue la voix narrative. Et la voix narrative, pour lui, émerge dans la voix narratrice comme une voix immaîtrisable,
une voix neutre, dit-il. Alors c'est le grand thème du neutre chez Blanchot, que je n'ai pas envie de reprendre ici en détail. Il y a des textes très proches chez Jean-François Lyotard dans l'idée d'une voix de gorge, une voix immaîtrisable, la voix de l'enfant, de l'infant, de celui qui ne peut pas parler et qui remonte dans les véritables... Enfin, je dis véritable parce que je ne peux pas ne pas être un peu normatif. Quand il n'y a pas cette voix narrative dans la voix narratrice, il y a quelque chose qui manque. Et qui est donc une voix plutôt dans l'ébranlement. Alors, Derrida revient beaucoup sur le neutre. Pour Deleuze, c'est la force de la vie en soi qui traverse le récit d'une vie biographique et traversée par la vie en un sens biologique. Bon. Mais de toute façon, il y a cet ébranlement. Je pense qu'en effet, il faut revenir à cette idée qu'il y a deux voix dans chaque voix réellement narrative, narratrice. En tout cas, je pense que l'épreuve vitale fait forcément ressurgir cette épreuve vocale, on pourrait dire. Épreuve de la voix, bon, pré-littéraire même en un sens, mais quand même. Et je pense que dès qu'on nous demande de raconter quelque chose de grave, au fond, dans nos vies, c'est vrai qu'on se dit comment je vais y arriver, et ce comment je vais y arriver est un... Bon, il ne faut pas juste l'écraser sous la forme du « j'ai réussi, ça se tient ». Il y a le début, le milieu, la fin, mais bon. Et je pense qu'on trouverait ça effectivement dans tous les grands... Alors, si on pourra revenir sur des exemples. Bon. Là où je résiste à Blanchot, aujourd'hui, il me semble, c'est sur un point très précis qui est assez proche de certaines réflexions que Claire vient d'évoquer, et aussi dans ces textes récents de Claire, c'est que je pense que le neutre n'est pas le bon terme. Moi, je pense qu'il faut plutôt considérer deux aspects du singulier et du je même lui-même. Dans les années 60, enfin spécifiquement chez Blanchot, mais repris par Derrida et Deleuze sur ce plan, c'est vraiment le neutre. Il faut que ce soit un on, il faut pas que ce soit un sujet. Il y avait une sorte de critique radicale de la subjectivité individuelle. Et ça aboutit finalement à des textes comme même l'Anti-Oedipe de Deleuze et Guattari. Mais là, je pense que... Moi, je défendrais plutôt l'idée d'une autre modalité du jeu, non maîtrisable, mais néanmoins subjective et individuelle. Donc je résisterai à l'idée de neutre, mais bon, elle dit bien ce qu'elle veut dire aussi, contre une certaine idée de la psychologie d'un soi totalement maîtrisé. Le deuxième enjeu, pour moi, c'est... Je dis que des banalités, au fond, d'une certaine façon, mais je voudrais baliser une réflexion. Le deuxième enjeu, pour moi, c'est la distinction de la fiction et de la réalité. Il y a à cet égard une remarque très fine de Philippe Barrier dans son premier livre, pas celui qui vient d'être paraître dans la collection dont on s'occupe tous ensemble au PUF, mais le premier, La blessure et la force, et où il explique qu'il ne peut pas ne pas parler à la première personne, mais que ce n'est pas lui, et que c'est un jeu fictif et un jeu créé. Et là, ce n'est pas le jeu qui a été ébranlé par l'épreuve vitale, c'est plutôt le jeu qui se découvre créateur littéraire et qui refuse de se voir réduit à un simple dépositaire, justement, des faits, au sens juridique, même si c'est là aussi. Et c'est cette tension entre fiction et réalité, entre témoignage et création, qui, à mon avis, est nécessaire. Et c'est pour ça que quand on dit dans l'institution médicale ou judiciaire, même en un certain sens, vous devez être seulement dans les faits, bon, c'est normal en un certain sens, surtout dans l'institution judiciaire, mais tout récit humain, réel, est aussi une création, ce qui ne veut pas dire qu'il est faux. Et toute la question de la fiction, ici, est très importante. Alors, on est parfois surpris, vous trouverez en librairie aujourd'hui des récits de vie de toutes sortes. Moi, je pense que c'est un des traits de la littérature contemporaine. Mais vous verrez qu'ils seront pour la plupart intitulés romans. Et c'est une question, je sais qu'on en a déjà parlé avec les uns et les autres, c'est une question qui est souvent dit, c'est imposé par les éditeurs, parce que seuls les romans se vendent. Si vous mettez récit, donc très souvent, c'est une question qui n'est pas neutre, la question du genre littéraire, bien sûr, récit ou roman. C'est une question que se posent aussi beaucoup les écrivains, pas seulement pour les récits de vie individuels, mais pour les récits de vie d'épreuves vitales collectives, par exemple les récits de déportation. Kertész, sur ses propres romans, il dit c'est des romans, mais c'est intégralement vrai. Et donc cette question, pour moi, elle est très importante. Et je pense qu'il y a deux manières de la résoudre. Il y a le fait de revendiquer le mélange. Là, je reviens aussi sur un point que j'ai déjà évoqué ailleurs, mais c'est juste pour mettre en forme des choses qui me tiennent beaucoup à cœur dans cette discussion. Il y a revendiquer le mélange de la fiction et de la réalité.
C'est ce que fait notamment l'autofiction aujourd'hui. Dire c'est moi mais c'est pas moi, et vous saurez jamais si c'est moi ou c'est pas moi. Et l'autre manière, c'est de les articuler tout le temps en disant tout est vrai, mais en même temps tout est inventé, mais pas sur le mode du mélange. Et c'est ce que revendiquent notamment des gens comme Imre Kertész, justement, ou bien du point de vue de critique littéraire, Claude Mouchard, quand il parle d'œuvre témoignage. C'est à la fois un témoignage au sens le plus littéral, c'est arrivé comme ça, et c'est une création. Bon. C'est ce que dit aussi Primo Levi, en un certain sens, dans Si c'est un homme. C'est un document, mais c'est aussi un poème, et c'est aussi une création, et il faut que ce soit bon. Et donc ça me paraît très important. Et encore une fois, comment le retrouver dans le moindre récit de vie? Quelqu'un qui raconte sa vie, je pense qu'il est forcément un peu, j'irais presque à dire poète. Bon. Mais néanmoins, il dit la vérité. La troisième dimension, et je crois qu'elle est présente dans tous les récits de vie, là aussi, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, on en discutera, c'est la dimension du récit et de la réflexion. C'est pour ça que le lapsus de Nathalie tout à l'heure entre théorie et thérapie, moi, il me paraît très révélateur, parce que, et Claire y a fait allusion aussi en disant on peut critiquer, par exemple, une violence médicale, ou critiquer un état social et politique derrière. Je pense que dans tout récit d'épreuve, il y a aussi une adresse politique et théorique, c'est-à-dire on cherche à comprendre ce qui s'est passé, comprendre quel sens a la vie humaine derrière cette expérience, comprendre quel état des relations humaines dans notre pays, ici et maintenant, dans notre société, qu'est-ce que c'est que le pouvoir qui s'est exercé sur nous, qu'est-ce que c'est, voilà. Et là, je crois aussi que cette question est un ébranlement produit par l'épreuve dans le genre du récit, pas seulement dans le sujet du récit, mais dans le genre du récit. C'est-à-dire, normalement, un récit, implicitement, on dit, voilà, une nouvelle de Flaubert ou de Maupassant, elle pose évidemment des questions politiques, mais ou alors on met dans un personnage une sorte d'interrogation sur les... Bon, mais là, non, c'est le sujet du récit, il me semble toujours. Je ne suis pas sûr qu'on puisse en trouver de contre-exemples facilement, en tout cas, même en une phrase qui dit il y a eu un scandale, ou il y a eu ça m'a appris ce que c'était que la vie, il y a eu une leçon ou un scandale, en fait. Une leçon métaphysique ou un scandale politique. Ça m'a appris ce que c'est que l'amour, et l'amour c'est ça et pas ça, finalement. Et ça m'a appris ce que c'est que le corps ou la vie humaine. Bon. Et je crois que cette dimension de réflexion est très importante. Bon, mais c'est un ébranlement, je ne pense pas du tout que ce soit suturable, je ne pense pas qu'on puisse ajuster. Je pense que ces trois dimensions sont des ébranlements. Donc c'est juste un programme de travail, mais je pense qu'il faudrait en faire qu'il faut développer cette idée du récit de vie et de ses critères littéraires avec ces différents ébranlements, que ça ouvre un champ pour la littérature et aussi pour l'éthique, parce qu'en réalité, on sait très bien aujourd'hui qu'il y a un usage normatif du récit dans le soin, et que, pour mon avis, pour qu'il ne devienne pas violent, il faut se tenir justement dans cette idée qu'il est au fond normal que le récit soit ébranlé, toujours déjà un peu littéraire, sur ces divers modes. C'est-à-dire qu'on est dépassé par une voix de gorge, on est en même temps dans la fiction créatrice et dans la réflexion théorico-politique. Et puis, voilà, donc je termine par deux remarques de conclusion sur une seule question, c'est est-ce que c'est généralisable? Parce que là, implicitement, je pensais à certains récits de maladies. Il y a aussi la question qu'a évoquée Claire du récit par les proches, mais c'est pareil. Hein, la proximité, pour moi, est une identité vitale. Donc c'est pareil, il y a toujours ces trois dimensions aussi. Mais c'est pareil et différent, hein, il y a une différence. Mais la généralisation auquel je pense, elle est double. C'est-à-dire, j'ai fait allusion aux épreuves collectives, et en fait, je pense en effet que c'est pas propre au récit de maladie. C'est-à-dire que le récit d'une épreuve vitale, d'une épreuve politique, pour nous aujourd'hui, on est familier des récits de torture, de déportation maintenant. Là, par exemple, sur le génocide du Rwanda, il en paraît aussi en ce moment qui sont impressionnants. Je pense que on retrouve aussi ces critères du récit. Et le tout dernier point, pour être un peu plus dans une question, disons, positive, mais sans naïveté de cette question, c'est que je pense que c'est vrai aussi des épreuves vitales positives. Et c'est vrai que certains écrivains de l'autofiction, par exemple, mettent en parallèle l'écriture de la jouissance et l'écriture de la souffrance. Je pense qu'effectivement, l'écriture de
de la jouissance physique, l'écriture de l'amour, l'écriture de... Bon, finalement, enfin, il répond dans sa forme même, il me semble, aussi à des épreuves. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de priorité du négatif, parce que c'est quand même l'épreuve vitale qui, en effet, pousse à écrire et à parler d'une façon qui ébranle les codes et qui, aujourd'hui, relance la littérature. Et ce n'est pas un hasard si la littérature, aujourd'hui, est relancée par la maladie, par la médecine. Ce n'est pas seulement la médecine qui rencontre la littérature, hein, c'est vraiment aussi, aujourd'hui, la littérature qui rencontre ces questions-là. Et ce n'est pas extérieur, je pense même que c'est le genre littéraire de notre époque. Merci. Je suis très mesuré dans mes définitions. C'est définitif. Merci beaucoup. Il semble nécessaire à des personnes qui ont eu le statut de patient ou de malade d'écrire, de raconter. Moi, je retiens 2 traits de ce que tu as dit qui me semblent extrêmement profonds. Le premier, c'est de ne pas être interrompu. Parce que dans l'interruption, il y a déjà le recodage, le reformatage de la parole et des faits et des liens qu'on fait entre les faits et du sens qu'on leur donne, entre autres par le discours clinique et par les catégories cliniques, mais pas seulement, aussi par les préjugés sociaux ou culturels ou les attentes professionnelles aussi des médecins, ce qu'ils veulent tirer du cas, de la présentation, de la publication du cas. Enfin, il peut y avoir tout un tas de grilles qui font qu'on recode la parole, on l'interrompt et déjà on la recode, ou on l'interrompt en vue de la recoder, soit dans le colloque singulier, soit par après, avec les collègues, dans le service, avec le psychologue, etc. Enfin, ça, j'ai trouvé que c'était une reprise en main de sa propre parole et une réappropriation, je crois que le terme est revenu peut-être trop, il faudra le creuser aujourd'hui, mais une réappropriation de son histoire à travers le récit pour ne pas effectivement se le voir ni interrompu, ni transformé, ni confisqué. Et l'autre, là où je vois un lien aussi, j'essaye de faire des liens peut-être artificiels, mais là où je vois un lien entre vos 2 interventions, le deuxième point qui m'a beaucoup intéressée chez Claire, c'est l'adresse. C'est-à-dire qu'effectivement, celui qui n'interrompt pas, on ne sait pas qui il est. Et ce lecteur qu'on imagine, et dont on imagine qu'il va être effectivement bénéfique, mais qui ne l'est pas forcément, mais dont il est très important qu'il soit effectivement inconnu, imaginaire, et donc libérateur, et aussi dont on imagine que la lecture ou l'écoute va ébranler quelque chose de la manière dont on vit la maladie aujourd'hui. Donc ces récits, ils ont vraiment... Et donc là, je fais le lien quand même avec le Magazine Rouge. Je pense qu'effectivement, ces récits, ils ont pour vocation de secouer les choses, d'ébranler les choses, qui n'arrivent pas, effectivement, comme tu le dis, c'est quelque chose de l'époque, parce que quelque chose de la vie avec la maladie, pour tout un tas de raisons sociales, l'émergence des associations, des raisons médicales, les maladies chroniques, le fait qu'on guérit, le fait qu'on traite, que c'est efficace, qu'on vit plus vieux à risque et qu'on connaît nos risques, etc. Pour tout un tas de raisons et sociales et médicales, il est absolument nécessaire d'ébranler la médecine, entre autres. Et ces récits, et ce magazine, qui n'est pas un magazine de récits, mais peut-être on pourra aussi... Pour moi, c'est un magazine, c'est un récit, on va dire, collaboratif, enfin du moins collectif. C'est une tentative de... Le journal, je dis toujours qu'on est avec Tétu, et il y a beaucoup aujourd'hui de parallèles, effectivement, entre les nouvelles associations autour du cancer et ACT UP, qui a eu une vraie mission politique qui s'explique parce que tout simplement quand le sida est apparu, les médecins ne savaient pas du tout ce que c'était. Donc effectivement, il n'y a pas eu de prise de pouvoir on va dire de la caste des médecins sur cette maladie qui était le sida, puisque finalement, des médecins ou des patients, personne ne savait vraiment quelle était cette maladie. Et puis par ailleurs, quand ACT UP a été créé, la communauté des malades du sida était
celle des homosexuels. Donc la communauté préexistait à la maladie, ce qui n'est pas le cas dans le cas du cancer et des autres maladies chroniques. Et ce qui est intéressant finalement, c'est que cette communauté a pris du pouvoir sur le récit du sida, parce qu'elle était à égalité avec la communauté des médecins, parce que tout le monde pédalait dans la choucroute. Personne ne savait ce qu'il en était de cette maladie. Et en plus, pour arranger le tout, au départ, cette communauté, donc, qui était celle de la communauté homosexuelle, était une communauté plutôt masculine, plutôt jeune et plutôt intellectuelle. Donc évidemment, là-dessus, sur ACT UP, sur le sida, et le seul journal qui ressemble un peu à Rose, enfin on peut plutôt dire que c'est nous qui leur ressemblons parce qu'ils ont une antériorité, c'est Têtu finalement. C'est un journal qui est un journal communautaire, mais qui à la fois n'est pas un fanzine, qui n'est pas quelque chose de... Enfin, les journaux communautaires en France, c'est des journaux de BD, des journaux de paroisse, etc. Là, on est sur un journal communautaire, d'une communauté de malades, qui a un rôle politique, ce qui est le nôtre aussi, et qui n'est pas un fanzine. Donc c'est un récit qui est un récit global, on va dire une espèce d'épopée collaborative. Enfin, moi, je vois Rose comme ça. Voilà. On est dans le récit collaboratif. Bon, bah alors. Mais je veux pas couper la Non, pas du tout. parole. Je faisais la transition. Alors, super. Et je vous laisse entièrement, justement, réagir peut-être à ce que vous avez entendu et aussi présenter le magazine. Et puis nous, ensuite, on vous posera Alors, les j'ai laissé questions des qui vous magazines tiennent à là cœur. pour ceux qui des magazines papier, parce qu'on est peut-être les derniers magazines papier qui existent encore. Donc il faut en profiter. Alors, cette notion de récit collaboratif, elle est importante, et j'écoutais avec intérêt madame, dont j'ai pas au bout de la table. Nathalie Zachary. Voilà, parce que quand on parle de Goffman et de ménager la continuité de l'identité sociale, moi, c'est le projet même de Rose. C'est ménager cette identité sociale qui est vraiment mise à mal pendant la maladie, pendant toutes les maladies chroniques, hein, mais pendant le cancer plus que pour les autres, parce que physiquement, vous portez les stigmates de votre maladie. Voilà. Et finalement, je vais d'abord vous parler un peu de la jeunesse de Rose, parce que finalement, le projet éditorial qui sous-tend Rose est directement né de cette genèse. J'ai moi-même souffert d'un cancer il y a un certain nombre d'années, il n'y a pas très longtemps. J'étais très en demande d'informations, comme tout le monde. Avant de tomber malade, j'étais rédactrice en chef de l'Express. Et j'avais donc j'avais 34 ans, et j'avais donc cette casquette de journaliste et par ailleurs d'écrivain. Je suis auteur chez Lattès. Et j'ai tout de suite été en demande d'informations. Donc j'ai cherché des informations un peu partout où j'ai pu, sur Internet, etc. Et je me souviendrai toute ma vie, la première, je suis donc dans le récit, le premier rendez-vous avec l'oncologue qui devait me suivre. Et je m'étais évidemment un peu renseignée, comme le font aujourd'hui tous les malades sur Internet, et j'ai voulu savoir pourquoi on me faisait tel traitement et pas tel autre. Voilà. Enfin, c'était assez minimum comme demande. Et cet oncologue a eu cette phrase extraordinaire. En regardant, elle m'a dit « Mais vous ne comprendriez pas pourquoi je vous raconterais. Je vais perdre mon temps. » Alors j'ai pris mon sac, je suis partie du cabinet, et je me suis dit, voilà, je suis pour la première fois de ma vie de femme face à un mépris total. Je me suis retrouvée, je crois que c'était la première expérience du mépris social pour moi, la maladie. Et c'est intéressant parce que, évidemment, quand on fait partie d'un milieu super privilégié, on fait des études supérieures, voilà, on a peu l'expérience du mépris social. Pendant la maladie, j'ai, par exemple, été victime de harcèlement sexuel de la part d'un médecin. Bon, ça m'était jamais arrivé de ma vie d'être victime de harcèlement sexuel. Et pourtant, j'étais grand reporter pendant des années, parfois pendant des semaines, voire des mois, dans des pays un peu dangereux, avec des photographes qui, en général, ne sont pas des gens... Enfin bon, bref, avec des photographes. Bon, globalement, le nombre de chances, entre guillemets, d'être harcelée sexuellement pour une jeune femme qui est journaliste, elle est quand même assez élevé. Ça m'était jamais arrivé, parce que je m'étais jamais trouvée en position de faiblesse vis-à-vis d'un homme. Donc, étant jamais en position de faiblesse, j'avais jamais été harcelée, puisque personne ne se serait même risqué à me faire une proposition. Et là, dans le cas de la maladie où je suis abîmée physiquement, où j'ai perdu ma beauté, où j'ai tout perdu, je me retrouve harcelée par un homme dont je ne pouvais pas penser je ne pouvais pas penser qu'il pouvait me trouver belle. C'était pas ça. C'était une question de pouvoir. Donc j'ai vraiment compris, l'expérience de la maladie m'a appris une chose, c'est que quand vous êtes malade, vous êtes à la base totale de la pyramide dans le monde. On parlait de Goffman tout à l'heure. Dans la société des soignants soignés, vous êtes à la base, ce qui ne fait pas de sens quand vous pensez un peu. Bon.
La grande violence symbolique des hôpitaux, ça a été compliqué d'accepter qu'on en entre dans la maladie, qu'on n'a pas l'habitude, qu'on n'est plus personne. On n'est plus personne, on est donc illégitime. C'est le sens même du mot patient, patior, on souffre. On souffre et on attend quand on est patient. Donc la légitimité dans le monde, en tout cas en France, parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais dans le monde hospitalier, la légitimité est du côté des médecins. Elle est nullement du côté des malades. On est dépossédé. Et finalement, c'est une série, le cancer et d'autres maladies chroniques, mais ce sont des séries de pertes symboliques. C'est-à-dire que dans le cas d'un cancer, vous perdez, alors quand vous êtes une femme, votre sein ou votre utérus, c'est une perte symbolique lourde pour une femme quand même. Puis vous perdez vos cheveux, c'est une perte symbolique lourde. Puis vos ongles, enfin votre travail parfois. Et la dernière perte symbolique à supporter, finalement, c'est la perte symbolique de sa légitimité. C'est la perte symbolique de son libre arbitre. C'est la perte symbolique de sa capacité à dire à quelqu'un qui est un être humain en face de soi « J'aimerais comprendre ce que vous allez me faire » et être en face de quelqu'un qui vous répond « Je ne vais pas vous expliquer parce que vous n'êtes pas digne d'écouter mes explications. » Et là, vraiment, je me suis dit, je suis sortie de ce rendez-vous, je me suis dit « Mais enfin, on ne m'a jamais parlé comme ça. Je suis un chien pour lui. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et je me suis demandé, finalement, est-ce qu'il y a un syndicat des malades? Quelque chose qui, un vrai groupe où on serait pris en compte pour qui on est, c'est-à-dire des malades, mais aussi pour des personnes pensantes. Nous ne sommes pas que des personnes souffrantes, nous sommes des personnes pensantes et souffrantes, et de manière concomitante. L'un n'empêche pas l'autre. Et ça n'existait pas. Bon. Mais je crois que cette perte, vraiment, est la perte, pour beaucoup de malades, la plus violente, c'est cette perte sociale-là. C'est pas la perte des cheveux, c'est vraiment cette perte sociale. On parle aujourd'hui de nouveaux patients, mais en fait, les patients, ils n'ont pas changé, c'est la maladie qui a changé. Jadis, quand vous aviez un cancer, vous aviez 60, 65 ans, 70 ans, et finalement, si vous en réchappiez, ce qui n'était pas toujours le cas, ce qui était même rarement le cas, vous étiez déjà bien content, vous étiez épuisé par les traitements, et vous n'aviez qu'une hâte, vous mettre devant votre télé à regarder la chance aux chansons ou Jacques Martin, en attendant que ça passe. Aujourd'hui, le profil de la maladie, et donc des malades, a changé. Beaucoup de jeunes, de plus en plus de jeunes femmes dans le cas de cancer, et des femmes donc de plus en plus jeunes, donc de plus en plus, qui ont fait de plus en plus d'études. C'est comme ça. Et c'est d'ailleurs assez étrange de voir le profil des nouvelles associations de patients. Les associations de patients, en France, il y en a deux grosses, il y a l'ARC et la Ligue. L'ARC, c'est une association de médecins. Bon, c'est tout à fait légitime, ils font de la recherche. La Ligue, c'est une association de patients qui, depuis toujours, est gérée par des médecins. À la tête de la Ligue, il n'y a que des médecins. Parfois, je me demande pourquoi un médecin serait plus capable que moi de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un malade, mais bon, c'est une autre question. Depuis 5 ans, c'est très 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 récent, depuis 5 ans, vous vous retrouvez face à une floraison de petites associations. Et étrangement, alors nous, comme Arose, on est un média, elles viennent vers nous pour qu'on les relaie, on le fait avec plaisir. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces associations de patients, les gens qui les créent ont toujours le même profil. Ce sont toujours des femmes. Ce sont toujours des femmes entre 35 et 45 ans, grand 2, qui ont des cancers avant 40 ans. Et ce sont toujours des femmes qui ont des parcours universitaires assez brillants. Je vous parle d'une association qui s'appelle Cancer at Work, qui est créée par une amie qui s'appelle Sophie Tuzinski, qui était directrice générale du groupe Atlan, qui a eu un cancer, et qui donc s'est interrogée sur sa place et sa responsabilité de chef d'entreprise dans le cancer, de chef d'entreprise par rapport à ses salariés qui pourraient avoir un cancer. Et elle a créé Cancer at Work. Enfin, il y a un certain nombre comme ça d'associations qui sont portées par soit des notaires, soit des avocates, soit des juges, soit des chefs d'entreprise qui ont vécu l'expérience du cancer et qui interrogent la société à travers cette expérience, effectivement. Et une expérience qui est aussi pour toutes, je pense que c'est un point commun, une expérience assez violente de perte de la valeur sociale qu'on se donne à soi-même. Ça, c'est essentiel. Et ce profil, le profil type du patient, il est en train de muter. Voilà, c'est plus le même. Et comme c'est plus le même, on est en train de créer. Quand je dis qu'on est en train, c'est quelque chose qui date. Enfin, c'est pas encore quantifié et avéré sociologiquement. C'est quelque chose qui date de 3-4 ans. C'est vraiment très très récent. Et ce profil type crée aussi un nouveau type de combat politique de la maladie. Je m'explique. On est en train, c'est pour ça que je parlais d'Act Up au début, on est en train de s'approcher dans la
comment dire, dans l'organisation politique du combat. Alors là, le plan Cancer 3 vient de présenter par le président de la République, et sur le plan Cancer 3, nous, à Rose, on l'a porté sur des tas de points sur lesquels je pourrais revenir si ça vous intéresse. Mais on est en train de s'organiser exactement comme ACT UP s'est organisé, c'est-à-dire nous ne sommes pas en opposition avec le pouvoir, nous ne sommes pas en opposition avec les médecins, l'opposition rarement emmène des choses intelligentes et constructives. Donc on n'est pas là-dedans. D'autres associations le sont. On est en train d'essayer de construire une gouvernance commune avec les médecins et les pouvoirs publics autour d'une problématique qui touche toute la société. Un homme sur 3, une femme sur 4, c'est pas rien, et qui s'appelle le cancer. Et finalement, je reviens à la notion de récit. Le journal ce journal physique est un objet politique, est un récit collaboratif d'un combat politique que l'on mène depuis 3 ans. Et c'est en ce sens qu'il est original, parce que c'est un récit et c'est un combat. Tout à l'heure, je parlais du plan Cancer 3, mais on est peut-être un peu loin de notre sujet. Mais le plan Cancer 3, ce plan Cancer est un plan qui est interministériel. Donc, c'est le ministère de la Santé, le ministère des Droits de la Femme, le ministère de l'Éducation. Et on a été approchés par tous ces ministères. Ils sont tous venus vers nous, alors qu'on est une association qui a 3 ans d'âge et on est 10, à vrai dire, dans l'association, on n'est pas bien nombreuses, et qui a 3 ans d'âge, en disant, voilà, vous, quel est votre diagnostic ? Alors moi, j'étais très, très honorée qu'on me demande un diagnostic, mais je ne suis ni médecin, ni spécialiste des associations, puisqu'on est venu à l'association tout bêtement pour simplifier, pour lever des fonds, mais on n'est pas des associatifs dans l'âme du tout. Et finalement, on a porté le projet de droit à l'oubli, qui est le droit à l'oubli pour les malades qui ont été malades de cancer, qui sont guéris et qui, jadis, ne pouvaient pas emprunter un sou de leur vie, ce qui est effectivement handicapant, que vous avez un cancer à 30 ans et que de votre vie, vous ne pouvez plus emprunter un centime. Ça veut dire que vous ne pouvez pas payer d'études à vos enfants, que vous ne pouvez pas finir vos études si vous-même vous êtes étudiant. Vous ne pouvez pas acheter d'appartement, enfin bon, bref. Et ce droit à l'oubli a été acté par le président de la République et ça a été la grande avancée de ce plan Cancer. Bon. Ça montre bien que finalement, lorsque, en tant qu'association, on est dans une dynamique qui est une dynamique de construction, de co-construction, ce qui est un pléonasme, de savoir avec les pouvoirs publics, avec les médecins, on arrive finalement à créer quelque chose et à créer quelque chose qui fait avancer la société. Bon, alors c'est une digression, je m'excuse, je reviens. L'idée Rose en tant qu'objet éditorial est un objet éditorial assez unique, à part évidemment ACT UP, à part Tétu dont on a parlé tout à l'heure. C'est un objet qui a pour but de faire monter les lectrices en compétences. Montrer les lectrices en compétences, on l'a créé en faisant un féminin, ce qui est complètement, en termes de marketing de la presse, complètement absurde, me disait-on. Donc évidemment, aucun groupe de presse n'a voulu me suivre dans l'aventure, donc on s'est débrouillé toute seule. C'est absurde et ça l'est pas. Une fois de plus, c'est né de l'expérience. L'expérience de la maladie m'a montré que quand vous êtes plongé dans la maladie du matin au soir, vous avez vraiment pas envie de vous y remettre le soir en rentrant chez vous en cherchant de la documentation. Vous avez envie de quelque chose qui soit agréable à lire. Et finalement, tout à l'heure, vous parliez de récit, vous disiez finalement, et c'est très juste, le terme du récit, c'est quoi ? C'est dire... Est-ce que je suis aimable ? Est-ce que je suis restée aimable malgré tout ce qui m'est arrivé ? Moi, j'irai plus loin. La question profonde du récit, c'est est-ce que je suis encore un être humain ? Où sont les limites de l'être humain ? Moi, j'ai écrit un récit chez Lattès il y a quelques années, et c'était ce qui sous-tendait tout mon livre. C'était finalement, on s'en fiche que ce soit le cancer, le sida ou une autre maladie. On s'en fiche d'ailleurs de l'épreuve, de la définition de l'épreuve. C'est à partir de quel moment je suis encore considérée, je me considère moi encore comme un être humain. Qu'est-ce qui fait de vous une femme ? Qu'on y réfléchit. Qu'est-ce qui fait de vous une femme ? Vous êtes belle, vous avez des cheveux, vous avez des ongles, vous avez des seins, un utérus. Bon. Mais quand vous n'avez plus tout ça, est-ce que vous êtes encore une femme ? Vous avez une capacité à vous reproduire, mais on vous enlève les ovaires et l'utérus parce que vous avez un cancer. Est-ce que vous êtes encore une femme ? Vous avez une vie sexuelle avec votre conjoint. Quand vous êtes en traitement, la vie sexuelle n'existe plus. Est-ce que vous êtes encore une femme ? Vous vous dites, voilà, j'ai plus tout ça, mais finalement, je suis une bonne professionnelle, professeur, journaliste, etc. Et puis, les traitements vous affaiblissent intellectuellement aussi, parce que ça, les gens ne le savent pas, mais votre niveau, vous pouvez plus regarder, parce que tout simplement, votre niveau de vue baisse, donc vous pouvez plus lire, vous pouvez plus regarder un film.
pouvez plus soutenir une conversation, vous ne pouvez plus donner un cours. Moi, je suis aussi enseignante, je ne pouvais plus donner de cours quand j'étais malade parce que je n'arrivais pas à me confronter à un amphi avec des étudiants et je ne pouvais pas surtout me confronter à 1 heure de discussion avec des étudiants. Je m'écroulais avant. Donc, intellectuellement, je ne suis plus capable d'être la personne que j'étais avant. Je suis donc plus professeur. Je ne peux plus avoir d'enfants, j'ai plus de vie sexuelle, j'ai plus de beauté, je ne peux plus enseigner, j'ai du mal à voir un film. Est-ce que je suis encore un être vivant ? C'est ce problème-là que se posent sans cesse les malades. Et moi, je reviens souvent, vous avez dû lire ce blog qui était magnifique, qui était le blog de Marie-Dominique Arrigui, qui est morte aujourd'hui. Et il se trouve que j'étais très amie avec Marie-Dominique. Et je me rappelle on était malades en même temps, d'un post qui m'avait beaucoup fait réfléchir. Marie-Dominique était une femme brillante. Elle était journaliste à Libération. Et au début du blog, elle disait « Je peux tout supporter. Je peux supporter la douleur, pas dormir, être seule, me dire que je vais mourir, je peux tout supporter. Mais pitié, je ne veux pas de métastases au cerveau. Parce que si j'ai des métastases au cerveau, je ne pourrai plus penser. » Et puis elle a été métastasée au cerveau. Elle a écrit ce post qui était très très beau où elle disait « Finalement, je réfléchis, je ne suis plus la même femme qu'avant, je réfléchis beaucoup moins bien qu'avant, j'écris avec difficulté, je me meus avec difficulté. Est-ce que je suis une autre personne que celle que j'étais avant ? Je ne crois pas. Je suis toujours le même être humain. » Donc la question que pose la maladie sans cesse, pour laquelle évidemment le locuteur et évidemment l'écrivain, entre guillemets, a besoin de prendre sa plume, c'est que c'est un moyen de rester un être humain alors que tous les faits autour de nous interrogent sur notre humanité et sur notre présence et notre légitimité dans ce milieu des êtres humains. Voilà. D'autant plus que, je reviens à ce que je disais avant, cette légitimité d'être humain, donc d'être responsable capable de répondre, en plus, elle nous est niée dans le cadre social de l'hôpital. Et là, on revient à Goffman. Je pense que c'est un des moteurs principaux du récit de malade. Donc, évidemment, le récit, à travers un récit collaboratif et collectif, comme Héros, c'est un récit réparateur. Parce que nous, on a fait donc le choix de faire un féminin. Alors, évidemment, ça a été assez mal compris au début. C'était un truc de bonne femme. Quoi, la Marie-Claire du cancéreuse, j'ai tout entendu. Hein. Quoi, c'est Martine au pays du cancer, etc., etc. Non, c'est pas ça. C'est dire aux malades qu'elles sont des femmes. Et dire aux malades qu'elles sont des femmes, moi, la presse féminine, ça n'a jamais été mon truc, ça m'ennuie plutôt. Mais c'est pas pour rien que j'ai choisi de faire de la presse féminine. Parce que dire aux malades qu'elles sont des femmes, c'est dire qu'elles sont donc, de fait, des êtres humains. On les garde êtres humains par cette porte de femmes. Puisqu'elles sont des femmes, elles sont des êtres humains. Elles sont ni des chiens, ni des patients, ni juste des numéros. Ce sont des êtres humains. Donc, dans le journal, on fait le grand écart parce que c'est pas simple d'avoir un journal qui se veut Marie-Claire et qui parle de maladie. Et à la fois, on a des passages qui sont des passages très pleins d'humour. On a dans le journal, vous verrez, quelque chose qui s'appelle le bêtisier, parce qu'on s'est rendu compte finalement que les malades adorer se raconter des histoires de malheur d'entre nous. Alors, parce que quand on est malade, on est soumis, évidemment, à la difficulté qu'a autrui à essayer d'entrer en contact avec nous. Donc, t'as un cancer du sein. Ah, mais c'est pas mal. Parce que tu sais, moi, si j'avais dû avoir un cancer, c'est celui-là que j'aurais choisi. Moi, je l'ai entendu, celle-là. Donc, souvent, c'est jamais méchant de la part d'autrui. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont pour la première fois en contact avec un malade, comme nous-mêmes, nous sommes les premières fois en contact avec la maladie. Donc, nous sommes tous les deux, de deux côtés, nous sommes des débutants. Et le reste de l'humanité a envie d'avoir un contact amical, mais ne sait pas comment s'y prendre. Donc, on a traité ça sur le mode de l'humour. Donc, on a essayé de faire un journal, qui est un journal qui traite sur le mode du féminin, donc sur le mode de l'humour, entre autres, un certain nombre de problématiques qui sont vraiment pas rigolotes, mais qui traitent aussi bien d'un sujet, on l'a fait dans le dernier, sur comment préparer sa mort. Parce que on peut aussi bien parler de beauté que de mort. Parce que les deux sont intimement liés à la vie. Et évidemment, quand vous tombez malade et que vous avez un cancer, vous dites, voilà, je vais mourir, je vais peut-être mourir. Et souvent, c'est d'autant plus violent que pour la plupart des gens, c'est le premier contact avec l'idée de sa propre mort. L'idée de la mort, c'est bon, ça va quoi. Mais l'idée de sa mort, l'idée de ma mort, parfois imminente, quand on vous dit, bon, vous avez encore 2 mois, vous avez une chance sur 10 de vous en sortir. C'est l'idée imminente de ma mort qui arrive dans ma vie. Et pour beaucoup de personnes, c'est la première fois que ça arrive. Donc évidemment, on se pose ces questions. Mais à part un journal qui est un journal collaboratif, qui peut parler de ça ?
Un médecin ne va pas parler de la mort à un malade parce qu'il a envie que le malade croie qu'il va vivre. Donc, on essaie de créer à travers le récit et à travers ce journal un lieu collaboratif. Et Dieu sait si tous les articles qui arrivent sont des articles qui arrivent. On a en moyenne 150 mails par jour. Ce sont donc des articles qu'on choisit de manière tout à fait journalistique. Ma red-chef est l'ancienne red-chef du Figaro, donc on sait toutes faire un journal professionnel, mais à la fois qui arrive sur les idées des malades. Dans le numéro 2, on a fait un sujet qui a été lu, qui est découpé, qui est présenté, qui est photocopié sur la vie sexuelle pendant la maladie. Parce qu'il se trouve que, quand même, un traitement de cancer prend entre 5 et 7 ans. La plupart des femmes se retrouvent avec des traitements lourds qui sont des hormonothérapies qui vous mettent en ménopause, quel que soit votre âge. Évidemment, ça pose des problèmes sur la vie sexuelle. Aucun médecin n'en parlait jamais. On a fait ce sujet à la demande des lectrices. Alors ça c'est rigolo parce que maintenant les médecins qui sont nos premiers fans, parce que évidemment si on fait monter en compétences les lectrices, à l'arrivée, eux ils ont moins de travail puisque les lectrices arrivent avec déjà un niveau de compétence, un socle de compétences. Les lectrices arrivent en disant « Bon, alors, j'osais pas vous en parler, docteur, c'est difficile de parler de sa vie sexuelle avec un homme en plus, qui est paré des vêtements symboliques de l'oncologue. Mais j'ai lu dans Rose, alors elles arrivent avec leur photocopie en disant « Vous voyez, j'ai lu dans Rose que là, il y avait tel problème, il se trouve que j'ai le même, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Et les médecins sont vachement contents parce qu'ils nous disent finalement, elles arrivent avec des problématiques qu'elles avaient auparavant, dont elles n'osaient pas parler, mais là, il y a le récit de problématiques collectives qui les touchent. Donc du coup, ça nous avance parce qu'elles osent poser la question. Voilà en quel sens je pense que nous sommes aussi à Rose un récit collectif. Merci infiniment. C'était bon, évidemment, je pense qu'on va sans doute reprendre vous poser des questions et approfondir. Mais bon, c'est ce lien entre humain. Il y a différents niveaux de perte ou de souffrance que vous avez énoncée, celle de l'identité, celle de l'amour et celle de l'humanité. Donc dans un crescendo qui donne une vision peut-être effectivement très catastrophique de la maladie, mais qui a le mérite, en tout cas quand j'enseigne moi à des étudiants de médecine, ce sont des termes qui ne sont jamais employés. Quand on parle de l'annonce de la maladie, quand on parle de l'expérience de la maladie, quand c'est effectivement décrit dans des termes psychologiques, ces termes-là qui sont des termes communs, mais en même temps qui renvoient à des problématiques philosophiques, celles de l'humanité, de l'identité et de l'amour, ce sont des choses qui ne sont jamais évoquées et qui effectivement ne peuvent l'être d'une certaine manière qu'à travers des récits singuliers. Il faut prendre la médiation de l'histoire singulière ou de l'histoire politique, c'est-à-dire d'histoires singulières qui se rencontrent les unes avec les autres, pour qu'on puisse les aborder. Peut-être je laisse la parole. Moi, je veux bien poser une question, oui, j'ai une remarque. D'abord, je voulais vous demander si vous connaissiez une association dont j'ai entendu parler récemment par hasard, qui vient d'être créée par une jeune cagneuse de Henri IV, qui elle-même a subi un cancer, a été amputée d'une jambe et qui a créé une association d'adolescents qui s'appelle, je crois, On est là. Oui, alors il se trouve que je suis moi-même une ancienne cagneuse d'Henri IV et en fait je connais la petite. Oui, parce qu'en fait alors c'est une règle. Je l'ai rencontrée récemment, elle est impressionnante. Elle est super. Alors dans l'histoire, ce qui est rigolo, c'est que je disais qu'on est devenu le point de rencontre des autres associations et en fait les petites minettes qui ont monté cette association, donc Chloé. C'est des modèles parce que dans le journal on veut être un féminin, donc on prend les plus grands photographes, etc. Mais toutes les femmes qui sont photographiées, ce sont des malades. On ne va pas payer un mannequin pour être dans notre journal. Ce sont des vrais malades. Et ça fait partie du processus de réattribution de leur féminité, de leur dire vous avez été malade, mais vous êtes par ailleurs jolie. Et elles sont venues nous voir et en fait elles se sont rencontrées sur un sujet photo de chez nous. Voilà. Donc leur projet est excellent et leur projet une fois de plus, alors elles sont effectivement beaucoup plus jeunes que ce que j'évoquais, mais ce sont des filles extrêmement intelligentes et qui sont venues vers moi en disant voilà, est-ce que tu pourrais nous aider? Parce que finalement, dans le numéro, je pense qu'il y a ce numéro 2, dans le numéro 2, on avait fait un dossier, c'est comme ça qu'on les avait rencontrées, les filles, sur avoir 20 ans en oncologie.
c'est un sujet intéressant à voir en oncologie, parce que vous êtes encore, jusqu'à 25 ans, vous dépendez encore des services de l'enfance. Donc vous êtes avec des petits-enfants. Donc c'est extrêmement violent pour ces jeunes filles, de se retrouver dans des services de petits-enfants, parce que, ce sont des jeunes femmes. Deux, elles me racontaient justement, Chloé, elles se retrouvaient dans un lit de pédiatrie, avec les pieds qui dépassent. Voilà, c'est pas simple. Et surtout, quand ce sont des jeunes femmes un peu sensibles, elles se retrouvent avec leur maladie à porter, mais elles ne peuvent pas s'empêcher de ne pas porter la maladie des tout-petits qui les entourent. Parce qu'elles sont potentiellement mères, parce qu'elles sont jeunes, mais elles ont 22 ans, mais elles sont potentiellement mères, et elles voient des petits bouts de 4-5 ans malades, et c'est encore plus dur pour elles, parce qu'elles voient finalement que il y a pire, et elles essaient de porter ça. Donc je ne pense pas que ça soit une bonne idée de mettre des jeunes femmes de 25 ans dans des services, souvent d'hématologie, avec des petits malades. Et elles sont venues nous voir, on les avait interviewées en fait pour ce sujet, elles se sont rencontrées pour ce sujet, et en nous disant, mais finalement, nous, notre expérience, c'est que on est seuls, on est très seuls, parce qu'on n'a pas de contact avec les anciens jeunes malades, puisque les anciens jeunes malades, ils ne sont plus là. Voilà. Donc leur idée de ces jeunes femmes, donc on est là, est excellente, c'est de mettre en contact des jeunes malades avec des gens qui sont guéris, mais qui ont été des jeunes malades dans le passé. Parce que, évidemment, rendez-vous compte de la vie de ces gamines qui, à l'heure où leurs petites copines font des études, souvent, elles doivent arrêter les études. Souvent, quand c'est des filles brillantes, c'est quand même extrêmement violent socialement aussi d'arrêter ses études. À l'âge où les autres gamines, elles vont en boîte de nuit, enfin bon, bref, elles sont dans leur chambre d'hôpital. Il y a tout un passage de l'enfance à l'âge adulte, et elles me disent, quand on va à Curie, on est les plus jeunes, on est avec des femmes de 60 ans. Donc voilà. En fait, en faisant un parallèle avec le sida, sur la nature des revendications que vous portez, et sur le rapport entre le soin médical et toutes les autres dimensions. Parce que j'avais l'impression que dans le sida, il y avait une revendication. Il y a une revendication peut-être que vous avez moins à défendre, c'est la revendication de la recherche médicale proprement dite, qui a été portée, qui faisait aussi problème. Enfin bon, demande de financement, tout ça peut-être pour le cancer, c'est plus présent dans la société. Par contre, j'ai été frappé de voir quand vous parliez de toutes les autres dimensions, y compris qui sont toutes les autres dimensions du soin, mais toutes les autres dimensions du social aussi, la sexualité, qu'on retrouve évidemment dans le sida, sur laquelle vous avez beaucoup insisté, en parlant d'ailleurs... et je me demandais aussi ce que devenaient les hommes dans votre perspective, enfin, donc ça, la sexualité, les différences sociales, etc. Et donc, je me demandais comment vous faisiez émerger des revendications précises, comment surgissaient des revendications dans tel ou tel point d'accompagnement, de vie sexuelle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, et pas, en variant avec l'exemple du sida, où il y avait aussi cette revendication massive de reconnaissance de la maladie comme telle, aussi de lutte contre des fantasmes de contamination que vous n'avez pas non plus, mais il y a d'autres fantasmes. Oui, il y a une variété, chaque maladie porte son cortège de choses. Mais il y a un socle commun que je rappelais tout à l'heure, c'est que finalement, on parlait d'espace politique en parlant du journal. On est aujourd'hui sur des conflits de légitimité, c'est-à-dire qu'on est sur un conflit de légitimité entre les patients et entre les médecins. Jadis, quand c'était la journée mondiale du cancer, etc., on invitait le professeur Kayat qui venait pleurer sur tous les plateaux de télévision en expliquant à quel point c'était difficile d'être cancérologue. Un jour, je me suis retrouvée... J'ai beaucoup de respect pour Kayat, qui est un excellent communicant, par ailleurs, mais on a eu une discussion avec Kayat en lui disant certes, mais enfin, vous, c'est très difficile d'être cancérologue, mais le jour où vous voulez cesser de l'être parce que c'est trop difficile, vous changez de métier, vous en vivez bien, tant mieux, je veux dire, c'est légitime, une fois de plus. C'est un homme qui travaille beaucoup, voilà, et tous les cancérologues, je les admire beaucoup, c'est vraiment énormément de travail et d'implication. Mais le jour où ils en ont marre, ce que je conçois tout à fait, ils arrêtent. Sauf que le jour où vous en avez marre de votre cancer, vous n'arrêtez pas parce qu'il vous poursuit, il vous tue souvent. Donc il y a quand même une différence. C'est ça le point commun avec les... Voilà, et voilà le point commun avec le sida. Ensuite, sur les revendications à proprement parler, jusqu'ici, les associations... Jusqu'ici, je ne voudrais pas donner l'impression qu'on a inventé le truc et qu'on a réinventé la roue, parce que ce n'est pas le cas. Mais une fois de plus, on arrive, nous, avec
notre passé de négociateur ou d'avocat, ou voilà, bref. Donc on arrive avec ce passé professionnel et puis ce passé ou ce présent malheureusement de malade. Jadis, les associations avaient des demandes globales qui étaient plus d'argent pour la recherche, ça c'est l'ARC, enfin voilà, plus d'argent. Moi, nous, on est vraiment très précis dans les demandes. On s'est demandé au début de Rose, voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus handicapant pour vous? Qu'est-ce qu'il y a de plus handicapant au quotidien? Et j'ai croisé ce qu'il y avait de plus handicapant et ce qu'il y avait de plus absurde. Alors il y a des choses absurdes et handicapantes qu'on ne peut pas changer parce que c'est de l'ordre de la mentalité, il faudra des années pour le changer. On parlait tout à l'heure de fantasmes autour de la sexualité. Ça a été, en plus, je pense que ça a été... j'ai vu passer une étude de Curie l'autre jour. Le nombre d'hommes qui ne veulent plus toucher leurs femmes parce qu'elles ont un cancer des ovaires, parce qu'ils ont peur que le cancer leur saute aux zizi, il y en a quand même pas mal. Donc voilà, non mais c'est un fantasme ça c'est absurde, voilà, mais ça existe. Donc les fantasmes liés au cancer existent aussi, moins que pour le sida, mais ils existent. Donc ça on peut rien y faire. Donc essayons d'agir sur ce sur quoi nous pouvons agir. Et on parlait de ce droit à l'oubli qui a été vraiment la chose que j'ai portée depuis 2 ans parce que c'est essentiel. Alors évidemment, il y a toujours des malades qui disent je veux pas oublier, machin et tout, mais on les oblige pas. Si les gens veulent pas oublier, qu'ils oublient pas, c'est pas le souci. C'est-à-dire que si vous voulez oublier, vous avez le droit d'oublier. Si vous voulez pas, vous gardez. Chacun fait ce qu'il veut de ses valises dans la vie. Mais ce droit à l'oubli était absurde. Pourquoi? Alors c'est un peu technique, mais les prêts étaient gérés par la convention AERAS pour les risques aggravés de santé, ce qui est le risque aggravé de santé pour absolument toutes les maladies chroniques. Aujourd'hui, quand vous êtes un ancien malade et que vous voulez emprunter de l'argent, vous allez à votre banque vous dit non, tout simplement parce que votre banque ne peut pas ne peut pas assurer votre prêt, ne peut pas approuver le risque de votre prêt. Donc vous n'avez rien. Sauf que donc on est allé faire le tour des banques pour se faire expliquer. En fait, les banques se basent sur des échelles de risque qui sont des échelles de mortalité de cancer qui dataient de 25 ans. Évidemment, il y a 25 ans, on mourait de son cancer. Aujourd'hui, on en guérit. Bon, on en guérit, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste en rémission. Beaucoup d'entre nous sommes en rémission, on ne sera jamais guéri. Beaucoup d'entre nous savons qu'on sera toujours malade à vie, mais qu'on mourra peut-être d'autres choses par ailleurs. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Il y a des cancers, comme le cancer des testicules, par exemple, pour les garçons, qui sont des cancers avec une 99% de guérison. Voilà, bon. Donc, on est allé voir le législateur, on est allé voir... j'ai eu un long rendez-vous avec François Hollande, en lui expliquant en quoi, aujourd'hui, ça, c'était purement absurde. Je suis allée voir les syndicats de banquiers et d'assureurs en leur disant, là, vous perdez de l'argent. Il faut leur parler sur des arguments qu'ils comprennent. On n'est pas sur des arguments moraux, c'est bien ou c'est pas bien, ils s'en fichent. On est sur des arguments purement rationnels. Vous refusez de prêter de l'argent à un certain nombre de gens qui ont la même espérance de survie que les non-malades. Rendez-vous compte, donc j'avais modélisé, j'étais arrivée avec un modèle, j'avais modélisé l'argent qu'ils perdaient, en leur disant, voilà, sur 10 ans, vous allez... Alors là, du coup, on m'a écouté. Les autres associations, depuis des années, il y a les billes en tête en leur disant, c'est pas bien, c'est pas juste. Ben oui, mais enfin, les cocos, la vie, elle est injuste. Hein. D'ailleurs, nous, on a un cancer, on sait qu'elle est injuste. Voilà, elle est injuste, la vie. Mais on n'est pas sur ce plan-là. On y va avec des instruments de pensée rationnels. Et grâce à cette rationalité, on a fait une année de lobbying, c'est pas grand-chose une année de lobbying finalement. Et en une année de lobbying, on a eu cette avancée, c'est-à-dire que le président de la République a dit qu'aujourd'hui, au bout de 5 ans, sans récidive, un malade de cancer pouvait omettre de dire qu'il avait été malade, donc revenir à des taux de prêt qui sont des taux normaux. Vous imaginez le changement de vie, alors ça a été repris dans la presse, mais je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte, le changement de vie que ça induit pour tous les malades, on va dire, de moins de 60 ans, qui ont envie de faire un prêt à un moment. C'est-à-dire que vous pouvez espérer avoir une vie, espérer monter une entreprise. Moi, quand je me suis tombée malade, la première chose que je me suis dit, si jamais mes enfants veulent faire des études à l'étranger, je ne pourrais pas leur payer. C'est quand même terrible d'avoir à se demander des choses comme ça quand on tombe malade, alors qu'on devrait être dans la bataille pour la survie. Donc aujourd'hui, moi je me suis inspirée de l'exemple d'Act Up, c'est-à-dire qu'il y a petit combat par petit combat, et finalement le petit combat peut être un très gros combat. Il faut demander l'impossible, mais pas l'infaisable. Voilà. Pendant tout ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser.
Et que ce dont je peux parler, parce que vous parlez de quelque chose que vous connaissez vraiment très bien, moi, ce dont je peux parler, ce sont les milieux psychiatriques. Et ce que je voulais dire, c'est que ce sont des milieux où les récits sont constamment présents. C'est-à-dire, ce sont des récits qui ont lieu en général entre les soignants, qui peuvent avoir tendance à parler sur la maladie, alors qu'il y a une nuance très importante selon que l'on dit parler sur la maladie ou parler de la maladie. Je crois que ça a été, je l'ai souvent noté, enfin, il y a une sorte d'appropriation qui est implicite ou explicite dès qu'on dit parler sur la maladie. Alors, ma deuxième remarque, c'est que dans les milieux psychiatriques où on parle tellement tout le temps, c'est aussi parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à notre disposition pour soigner, qu'on est constamment dans le doute, dans une forme d'incertitude, et que ce à quoi on tient tout le temps, quand on est dans le respect de ce qu'on fait, c'est de bien répondre à la question est-ce que nous sommes des êtres humains? C'est-à-dire qu'on retrouve là encore la question proche des racismes, quels qu'ils soient, et de la maladie aussi, qui met à part, à l'écart, comme on pu le faire à certains moments, le fait d'être désigné comme juif ou d'être désigné comme non-humain en tant que être de couleur ou être... Enfin, il y a différentes formes de racisme qui interviennent. Et le récit permet à la fois de rétablir quelque chose qui a pu être dit en termes de... Il n'y a que de l'humain de l'homme, que ce soit dans la maladie grave, que ce soit par rapport au milieu psychiatrique, où, en fait, le récit étant un moment de pensée, grâce auquel on réfléchit, on en vient toujours à cette sorte de certitude, en tout cas, qu'il n'y a que de l'humain de l'homme, quoi. Donc, c'est... Il y avait François Villa là-bas, Nathalie, qui faisait un signe. Je vais prendre le... Oui, j'étais... je sais pas, je vais essayer de faire un lien entre différents exposés, mais en partant de ce que vous disiez, parce que je trouve que cette histoire avec les assureurs et tout que vous prenez là est extrêmement intéressante. Et je me disais finalement la question du récit, est-ce qu'on n'aurait pas plus intérêt à utiliser la notion de relation, de mise en relation, avec la question à la fois du relaté et du relaté qui fait lien social, parce que ce que je trouve très intéressant dans ce que vous faites apparaître, parce que vous disiez, on ne peut pas changer par exemple les fantasmes des messieurs qui pensent que le cancer de leur dame pourrait leur sauter au pénis. Mais je me disais, en même temps, si, on peut le changer, puisque ce que vous montrez, c'est que dès lors qu'on rentre dans ce récit collaboratif et dans cette construction ensemble, il y a tout de même beaucoup de choses qui bougent, et en particulier ce qui bouge, c'est que vous introduisez la question de la temporalité sur l'évolution et la représentation de la maladie. Parce que sans doute un des plus gros problèmes auxquels sont confrontés les médecins encore aujourd'hui, c'est que même au niveau du cancer, ils n'ont pas encore pris acte du fait que les progrès de la technique et des traitements fait que la mort est moins fréquente que dans le passé. Ils le disent encore avec beaucoup d'étonnement, mais les conséquences, finalement, des succès thérapeutiques ne leur ont pas encore permis de prendre la mesure que les patients qui sont devant eux sont des gens qui vont continuer à vivre assez souvent, fort longtemps, et bien plus longtemps qu'avant. Donc je crois que ça change complètement le mode de dialogue, parce qu'avant, ils étaient dans la catastrophe de la mort quasiment assurée. Et donc je trouve que c'est très intéressant ce que vous disiez, parce que même cette façon d'aller voir les assureurs et de leur dire « vous êtes en train de perdre de l'argent parce que vous avez une représentation de la maladie qui date d'il y a 10, 15 ou 20 ans, où la mort était certaine. Si vous tenez compte de ce qui a changé, vous allez avoir une autre, pas une perception plus morale ou meilleure, mais simplement en partant de votre propre intérêt d'assureur,
ça va avoir des effets sur les représentations différentes des patients. Donc je trouvais ce mouvement extrêmement intéressant. Je trouvais que ça n'était pas sans rapport avec ce que disait Frédéric sur la question de maintenir la voix narratrice et la voix narrative. Parce que là, c'est la capacité de maintenir dans le discours aussi la présence de plusieurs voix, et de plusieurs voix qui ne tendent pas à l'unicité. Et ça rejoint un peu la question que vous posiez. Je ne vais pas jouer le coup, Claire Marin, de vous dire si c'est narcissique ou pas. Ce que j'allais dire tout de même, c'est que de toute façon, c'est toujours narcissique. Vous avez déjà vu quelqu'un qui n'est pas animé par la question narcissique, elle est toujours présente. Mais je dirais plus que narcissique, la question c'est de savoir si on fait des récits qui continuent à être pris dans les effets de privatisation ou d'isolation dans lequel la maladie peut plonger un patient, ou si on fait des récits qui, certes, ont un usage personnel, mais qui, en plus, s'inscrivent, même si je crois que c'est très important ce que vous disiez, le premier interlocuteur qu'on cherche là, dans un premier temps, c'est apparemment un interlocuteur qui, justement, n'interrompt pas, mais qui, justement, la mise en scène, je dirais la mise en récit, c'est à la fois une affaire intimement personnelle, mais ça devient tout à fait une question sociale à ce moment-là. Et je trouve que cette question de la mise en relation me paraît peut-être une façon d'aborder la question autrement que le récit. C'est pas antagoniste. Est-ce que je peux glisser une question aussi qui met en rapport les différentes choses qu'on vient d'entendre, c'est parce que ce qui m'a beaucoup frappé, et ça a été relayé par la question aussi de Claudie Cachard, c'est la manière de renverser l'expérience de l'ébranlement en reprise de parole à travers le langage, le récit et le journal, finalement. Le sujet celui qui a été le plus ébranlé, y compris socialement, reprend et s'adresse. Mais est-ce que dans les récits que vous publiez, je ne les ai pas lus, je ne les connais pas, mais est-ce qu'il y a à la fois les deux, la revendication et aussi le récit de l'ébranlement? Comment est-ce je pense que la force vient de la coexistence des deux, je pense. Alors, c'est intéressant comme question, parce tout à l'heure, on parlait de pertes. Et, une des pertes principales, et quand je dis principale, c'est pas rien, parce que la plupart des femmes, quand elles apprennent qu'elles vont avoir des traitements, la première question qui est posée, mais c'est pas moi qui l'invente, c'est avéré, c'est est-ce que je vais perdre mes cheveux? Et il y a des tas de femmes qui refusent de se faire soigner, plutôt des plus âgées d'ailleurs, parce qu'elles vont perdre leurs cheveux. Et sur le numéro 1 du journal, je voulais absolument faire un sujet sur le thème « Ma boule à zéro, j'assume », en disant finalement, il faut dire à toutes ces femmes qu'avec leur boule à zéro, elles sont belles, voilà, elles sont belles. Alors évidemment, tout naît d'expériences personnelles, mais moi je me suis promenée quand j'étais malade 2 ans avec ma boule complètement à zéro, ça m'a jamais posé aucun problème. Bon. Je me suis dit, il faut leur dire qu'il faut reprendre le pouvoir sur leur propre image. Elles ne sont pas obligées d'être ce que les autres veulent qu'elles soient pour être une femme. Voilà, c'est ça qu'il y avait derrière. Et sur le numéro 1... Tout en reconnaissant la perte. Tout en reconnaissant la perte. Ce n'est pas non plus dans le déni de la... Non, c'est pas dans le déni. Elles ont... Voilà. Et j'ai cherché des femmes sur le numéro 1, j'en ai pas trouvé. J'ai passé des coups de fil, demandé à mes copines, enfin, c'était pas possible. Sur le numéro 2, quelques mois après, j'ai réessayé. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis dans la pile, là, le numéro 2, s'il y est. Mais en fait, on a trouvé une vingtaine de femmes qui ont accepté, alors c'est Patrick Sfirk, qui est un grand photographe qui a fait les photos, de poser la boule à zéro. Ça a été repris partout. Et aujourd'hui, il n'y a pas un jour où j'en reçois pas un mail d'une nana qui me dit « Mais j'ai envie de poser la boule à zéro ». Ça veut dire que ce qui était, il y a 3 ans, impensable, vous parliez tout à l'heure de symbole, en disant symboliquement, c'est difficile de changer les choses, c'est pas impossible, je me suis mal exprimée, c'est beaucoup plus long, évidemment, puisque ça passe pas par voie législative. Mais on a réussi, c'était posé comme ça, c'était faire un récit aussi, c'était le récit de leur maladie, le récit du fait qu'elles assumaient, le récit de leur beauté. Bon. Mais et aujourd'hui, c'est devenu un récit qu'elles veulent toutes faire. Alors évidemment, il y a une question d'ego, il y a une question de réappropriation de l'ego. Évidemment, on pose pas cette question-là sans poser la question du narcissisme. Mais dans toute écriture, je veux dire, je connais pas un écrivain qui soit pas narcissique. J'étais mariée avec un écrivain pendant 15 ans, je peux vous assurer que j'en ai fait l'expérience. Mais il n'y a pas un écrivain qui soit pas narcissique. C'est intrinsèquement, il l'est, je dirais. Bon. Et après, sur le reste du récit, alors, malheureusement, j'ai pris le train en route et je m'en excuse. Mais justement, dans le prochain Rose Magazine, notre dossier, c'est autour de ça.
parce qu'on est étonné par le nombre de femmes qui veulent témoigner, écrire tous les jours. Tous les jours, on reçoit des mails. Je veux écrire, elle nous envoie les manuscrits, aidez-nous à apparaître, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Et on a fait donc, je ne sais pas si vous avez vu Sandrine Mouchet, qui est notre head chef. Ben voilà, vous avez vu Sandrine, qui a fait et c'est très intéressant. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui faisait que ces femmes avaient besoin, qu'elle était réellement, parce que leur discours c'est « je veux témoigner », mais quel était réellement ce qui sous-tendait tout ça. Mais il y a un vrai besoin de se raconter. Une fois de plus, souvent, c'est la première fois que ces femmes-là sont confrontées à l'idée de leur mort. Une fois de plus, c'est pas la mort, c'est ma mort, c'est quand même très différent. Et finalement, moi je pense qu'elles sont distanciées à travers ça, mais peut-être que ma lecture est trop simple. Mais c'est vrai que c'est vraiment une de leurs revendications principales, c'est de parler, c'est de dire. Même si on n'écrit pas, le fait déjà de parler, c'est un récit. Dans certains milieux, c'est effectivement comme ça aussi que ça s'échange tout le temps. Non, je voulais juste dire quelque chose qui m'a frappée, c'est que au bout d'un certain nombre de colloques sur la maladie, faisant le bilan, je me rends compte que c'est la première fois que j'entends parler de beauté, d'un soin de l'apparence qui ne soit pas jugé immédiatement secondaire ou superficiel, de la question de la sexualité aussi dans la maladie. Et je suis très frappée qu'il faille attendre si longtemps avant de rencontrer quelqu'un qui aborde les questions vraiment frontalement. Et je trouve que votre parole la montre bien aussi à quel point l'image de la maladie, elle est aussi inscrite autour de l'idée qu'il y a des choses secondaires dans la vie d'un individu et que, oui, les cheveux ou la sexualité, on peut le mettre entre parenthèses pendant 1 an, 2 ans, ou mettre la sexualité entre parenthèses pendant 5 ans. Si c'est pour survivre, on peut bien faire ça. Donc on voit qu'il y a comme ça une hiérarchie des priorités du regard médical. On discutait il y a quelques jours de ce qui est secondaire et ce qui est prioritaire. Et je suis très frappée qu'il faille vraiment une approche qui est celle du malade et peut-être une approche plus sociale qui vient du milieu journalistique pour qu'on ose aborder ce genre de questions. Oui, enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre que la représentation symbolique et qu'un être a de soi-même et fait partie de sa, on va dire, de sa colonne vertébrale même. Une fois de plus, quand on voit des femmes qui vous expliquent qu'elles vont ne pas se faire traiter pour ne pas perdre leurs cheveux, mais ne sont pas des imbéciles, sont des femmes brillantes parfois. Alors, c'est plutôt des femmes plus âgées, parce qu'effectivement, quand vous avez 20, 30 ans, vous perdez vos cheveux, ils repoussent, vous savez que vous reprendrez une vie de femme. Mais pour une femme de 65, 70 ans qui va perdre ses cheveux, ça veut dire aussi, symboliquement, que sa vie de femme est finie. Elle entre de plein pied dans la vieillesse. Voilà ce que ça signifie. C'est lourd en symbole. Et bien des femmes préfèrent prendre le risque de mourir, de ne pas faire de traitement, que de perdre ça. Donc on n'est pas juste dans l'ordre de l'apparence, du truc féminin un peu superficiel. Non, ça veut dire je vais perdre mes cheveux, ça veut dire que j'entre dans la vieillesse. Qu'est-ce que je préfère ? Je préfère entrer dans la vieillesse et rester encore un petit peu dans la jeunesse et choisir la mort. Et beaucoup de femmes, en termes de femmes, choisissent de ne pas se soigner et de marcher vers la mort plutôt que d'entrer dans la vieillesse. Là, on n'est plus du tout dans les trucs de filles superficielles. Ce sont des choix essentiels. Oui, mais je crois que c'est ce que... Oui, c'est exactement ce qu'elle dit. Oui, on est d'accord. Mais ce que Claire voulait dire et ce qu'on partage tous, je pense, en vous écoutant, c'est que vous dites des choses qu'on savait tous, qu'on jugeait tous évidentes. Encore fallait-il les dire et les entendre en effet comme prioritaires et comme aussi prioritaires que les autres choses qui sont prioritaires aussi. Mais on voit bien que ce conflit de priorité, les exemples que vous donnez... c'est la question, est-ce que les différentes dimensions de la vie est-ce qu'on peut les hiérarchiser ? Je pense que, curieusement, en tout cas, dès qu'il y a une expérience négative, elles se dissocient, mais elles sont toutes prioritaires. Le souci de soi, de son apparence, du sens de sa vie peut devenir prioritaire sur la vie elle-même, dans la vie humaine. Donc on voit bien, l'exemple que vous donnez est très, très, très frappant. Donc je pense que encore faut-il le dire et énoncer comme prioritaire ce qu'il est tout autant que le reste.
de ce qui est prioritaire chez l'individu malade, ça m'a fait penser aux cicatrices, ce qui m'a fait penser à la transplantation, qu'elle soit hépatique, mais surtout celle qui m'est plus familière, transplantation rénale avec un donneur vivant. Et un des arguments en plus pour convaincre au don entre vivants et pour convaincre la personne donneuse a été de dire on va faire la néphrectomie par célioscopie, donc vous aurez une cicatrice plus petite. C'est-à-dire que pour la personne saine, en bonne santé, on a fait attention à lui dire que son apparence ne serait pas abîmée par le don qu'elle ferait. Et en retour, on n'a pas du tout été voir le malade qui attendait donc serein et lui parler de comment serait sa cicatrice et de voir si la sienne pouvait... voilà, c'est pour dire que là, on a un exemple où comment il y a eu une mise en problématique chez les soignants d'opérer quelqu'un de sain. Et donc d'autres questions se sont posées, et la question de l'apparence et de la conservation de l'apparence s'est posée alors qu'elle ne se pose presque plus au fil du temps de la chronicité chez la personne malade. C'était juste une... Oui, mais c'est parce qu'il est dans son rôle, c'est-à-dire que la personne saine, parler d'individu, on est indivisible. La personne saine n'a pas à lâcher ce rôle de personne physiquement intacte. La personne malade, elle est dans le rôle de la personne qui n'est pas physiquement intacte. Et dans le rôle, les médecins les voient dans ce rôle-là. Mais c'est le même rapport qu'à la souffrance. Enfin, vous avez dû en parler dans des actes précédents, mais les médecins commencent à peine à essayer de comprendre, de mesurer la souffrance. Et j'ai un souvenir assez clair de ça. J'ai accompagné ma grand-mère qui est morte récemment et elle souffrait vraiment comme un chien. Et le médecin me dit, il m'a dit cette phrase extraordinaire, pendant qu'on souffre, on est encore vivant. Voilà. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui est assez désespérant. Voilà, certes. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui révèle qu'il n'y a que enfin, il conçoit son rôle uniquement contre la mort, qui efface toutes les autres priorités. Mais je vous remercie de votre remarque parce que ça montre aussi que pour une même chose, une cicatrice, le discours médical, quand il se veut persuasif et proactif, et là il faut convaincre du don, peut se saisir de l'apparence en disant et en mettant en avant les progrès techniques aussi. Il y a aussi ce discours-là de maintenant on fait des belles cicatrices. Donc là, d'un côté, pour ce donneur vivant qu'il faut convaincre, l'apparence est un élément qu'on met en avant, mais par contre, pour celui qui est déjà bien opéré, recousu et avec de nombreuses cicatrices, alors là, on n'en parle pas. C'est comme si... bon, alors, pour eux, à quoi bon en parler puisque c'est là. Mais effectivement, je pense qu'il y aurait un travail à faire sur, je parle avec des gens avec qui on en a déjà parlé, sur effectivement la cicatrice dans le discours, dans la pensée du chirurgien, c'est quelque chose d'extrêmement... ça peut être très important alors que ça ne va pas l'être pour le malade, parce qu'en fait ça peut être une trace ancienne sans importance qui est appropriée dans l'identité du malade, ou alors... Voilà, à contrario et à contre-temps, en fait c'est ça, il y a toujours des contre-temps et des contre-pieds. Ça peut être peu important ou voilà, une trace ancienne de quelque chose d'ancien et dont on ne parle pas, sur lequel on ne revient pas, alors que précisément, ça serait peut-être l'occasion de réactiver des questions, etc. Elle est la mémoire, pardonnez-moi, elle est bien sûr, elle est la mémoire quotidienne et sur le
corps, la trace du passage de la médecine Mais elle est souvent sur le corps de l'individu. Elle est souvent appréhendée comme étant, là aussi, de manière assez objective, enfin, pas objective, mais du point de vue du médecin, en fonction de ses critères esthétiques ou ses critères de réussite à lui. Il y a la belle, la moche cicatrice, qui sont totalement différents, parfois totalement différents des critères des patients. Ouais, il y a aussi le patient qui ne met pas du sien, qui cicatrise mal, qui fait des cicatrices trop volumineuses, trop rouges, trop... Mais plus généralement, pour le médecin, la cicatrice, c'est un peu le service après-vente chez But, quoi. Donc, nous, on le voit beaucoup. Ça fait partie des choses qu'on a défendues pour le plan cancer. Dans le cadre de reconstruction de cancer du sein, il y a plusieurs propositions. Il y a le DIEP, il y a le TRAB, enfin tout ça un peu technique. Mais toute reconstruction ne va pas à tout le monde. Ça dépend si la femme est ronde, n'est pas ronde, s'il y a du gras à prendre à quelque part, si elle est toute maigrichotte. Bon. Et aujourd'hui, en général, la règle veut que c'est le chirurgien qui vous a enlevé le sein qui vous reconstruise. Sauf qu'ils ne sont pas tous formés au DIEP, au TRAB, au BRAVA, au machin, à Patacoufin. Donc ce qui se passe, c'est que si le chirurgien qui vous a opéré sait vous faire un DIEP, il va vous faire un DIEP. Mais peut-être que ce n'est pas de DIEP dont vous aurez besoin par ailleurs. Voilà. Et donc nous, on a défendu auprès du ministère et du plan cancer, et ça a été acté, qu'il y ait des réunions entre tous les médecins du service avant une décision de reconstruction, pour que la décision qui soit prise, tout comme la décision de traitement, soit une décision qui soit adaptée au vécu de la patiente. Parce que, on parlait du bêtisier tout à l'heure, on en avait une qui était très mignonne aussi, c'est une lectrice qui nous a raconté qu'elle voulait un DIEP ou un TRAB, enfin je sais plus, qui est allée voir son médecin et qui lui a dit DIEP, TRAB, enfin madame, vous n'êtes pas au Galeries Lafayette, quoi. Sous-entendu, bon, je vous ai sauvé la vie, maintenant, soyez bien contente que la sécurité sociale vous paie une reconstruction. C'était ça, c'est entendu. Donc, pour les médecins, c'est assez étrange parce que justement, je crois que je l'ai ce numéro-là. Dans le numéro précédent, on a fait tout un dossier photo qu'on fait au début de tous les numéros autour de la cicatrice. Parce que on a été très étonnés, une fois de plus, on est collaboratifs, mais souvent les femmes nous écrivent pour parler de leur cicatrice. Et ce qu'elles disent de leur cicatrice est étrange parce que leur cicatrice retrace, on est toujours dans le récit, le vécu qu'elles ont eu de leur maladie. Certaines disent, c'est ma cicatrice de vainqueur, j'ai vaincu le cancer, c'est moi qui ai gagné, c'est comme si j'avais un tatouage finalement. Et d'autres disent, et parfois, c'est des cicatrices qui sont objectivement de pas belles cicatrices. Et certaines ont quelques petites cicatrices, souvent le porte-à-4, la chambre impentable et tout, qui ne sont pas des grosses cicatrices. Et pour qui c'est terrible parce que ça marque au regard de tout le monde qu'elles ont eu un cancer. Donc la manière dont elles lisent cette marque où la peau devient un vecteur d'écriture, devient une feuille, ce qu'est la cicatrice, c'est comme un mot. Pour certaines, le mot qui est écrit sur la cicatrice, c'est le mot cancer, d'autres voient le mot vainqueur. Et ça, c'est très touchant. Je vais essayer de vous le donner, je crois qu'il est là. Bon, on a épuisé pour l'instant les questions, donc il me reste à remercier d'abord les derniers participants à cette table ronde. Merci à vous. Merci à tous les intervenants, même à ceux à qui j'envoie des remerciements par la pensée, et les discutants. Et bon, voilà, le but de ce travail, et aux co-organisateurs et co-organisatrices.